Sylvain Verlemont, je m'occupe du service de la conservation musée. Et donc je vais vous présenter cette exposition temporaire où l'on évoque l'Empire britannique dans les premiers mois de la guerre. Donc on connaît l'engagement des Britanniques pendant la Grande Guerre, notamment au moment de la bataille de la Somme, mais leur participation dans le conflit, en fait, dès le début du conflit, est assez peu connue, et c'est cet éclairage-là qu'on a voulu apporter dans cette exposition. Donc c'est une exposition où qu'on a voulu ambitieuse et pour laquelle on a sollicité de nombreux prêts auprès de musées et notamment de musées britanniques. Donc vous pourrez découvrir dans le parcours de visite un certain nombre d'objets qui sont issus des collections de l'Imperial War Museum. Donc c'est le musée de référence qui va réouvrir le mois prochain à Londres. C'est l'équivalent du musée de l'armée en fait pour le Royaume-Uni. Et puis des musées comme le musée royal de l'armée et d'histoire militaire de Bruxelles, le Ypres, Péronne, enfin les musées plus classiques. Donc le propos de l'exposition en fait, et la problématique de l'exposition, c'est de montrer que le Royaume-Uni, l'Empire britannique, en fait, c'est la première puissance mondiale au début du XXe siècle. Et pourtant, dans les premières semaines du conflit, donc le Royaume-Uni va s'engager et va mobiliser, en comparaison des armées allemandes et françaises, un corps expéditionnaire assez limité. Donc c'est un corps expéditionnaire qui sera composé de environ 90 000 hommes, mais qui, malgré sa petitesse, va quand même être important dans les combats, notamment il va notamment faire la jonction entre les différentes armées françaises, la 5e et la 6e notamment. Donc voilà, l'Empire britannique, c'est un empire dont on dit que le soleil ne se couche jamais dessus. Donc on l'a représenté ici avec les différentes... il est présent sur les 5 continents. C'est 400 millions d'habitants, dont environ 41 millions pour le Royaume-Uni uniquement, avec des territoires donc importants, avec des statuts aussi différents. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a de nombreux statuts en fait entre les dominions, les colonies, les empires. On voulait vraiment avoir différents niveaux de lecture pour cette exposition, donc on a fait un parcours spécifique pour les enfants qu'on accroche en fait au travers de l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Tom et qui va au fil du parcours présenter l'histoire de son grand-père qui a combattu dès août 14. Donc vous verrez Tom tout au long du parcours. Donc je ne vais pas reprendre tout le fil de l'histoire sur l'Europe divisée, le déclenchement de la guerre. Bon, simplement, le Royaume-Uni s'engage dans le conflit le 4 août 14 quand les Allemands envahissent la Belgique, puisque le Royaume-Uni se voulait le garant de la neutralité belge. Donc le 4 août 14, et les premières troupes partent du Royaume-Uni le 9 août 1914, commandées par le maréchal John French. Donc French, qui était maréchal depuis 1913. Donc là, on a la Joconde de l'exposition, c'est son bâton de maréchal, qui nous vient donc des collections de l'Imperial War Museum. Voilà, donc French, quand il part, il reçoit une lettre d'instruction dans laquelle on lui indique qu'il doit affirmer son indépendance par rapport aux états-majors français, enfin à l'état-major français. Il doit s'engager, mais il doit limiter les pertes et surtout il doit être indépendant et ne pas se placer sous le commandement de l'état-major britannique. Et vous avez ici quelques objets qui évoquent donc le Royaume-Uni et notamment les années d'avant-guerre avec un badge de l'entente cordiale ou des céramiques patriotiques où on représente nos alliés, les Britanniques, puisque vous savez que le Royaume-Uni avait été notre ennemi héréditaire pendant des siècles, mais qu'à partir de 1904, on signe avec la France et le Royaume-Uni signent des accords bilatéraux entre une république
et une monarchie, des accords bilatéraux qui définissent en fait les zones d'influence sur le globe. Donc le déclenchement de la guerre, c'est des millions d'hommes en fait qui quittent leur pays pour aller combattre. 3 millions pour l'armée française, 3 millions pour l'armée allemande, 90 000 hommes pour l'armée britannique. Donc on a voulu présenter ici les figures emblématiques en fait, de ces soldats de l'entrée en guerre. Donc vous avez ici un Allemand, donc ce n'est pas un fantassin, c'est un artilleur, mais il a la tenue que l'on connaît felgro avec le casque à pointe et le couvre-casque. Ici, un fantassin britannique, là un fantassin français, donc la silhouette emblématique avec la capote gris de fer bleuté et le pantalon rouge. Et on n'a pas mis un fantassin belge parce qu'on n'en a qu'un en collection. C'est rarissime et il est présenté dans notre parcours permanent. Donc on voulait mettre des choses différentes. On présente donc un gendarme belge, un officier belge. Donc la présentation de ces 4 mannequins avec les affiches de mobilisation à l'arrière nous permet d'exprimer, de raconter et de montrer la modernité de la tenue des fantassins britanniques. Vous voyez, il a expérimenté dans les conflits précédents, notamment la guerre des Boers, la nécessité de modifier l'équipement, de modifier la tenue du soldat pour le rendre adapté au nouveau conflit. Donc il a une tenue plus discrète, dans une couleur qu'on appelle kaki, parce que c'est fabriqué à partir d'un colorant, le CAC, et surtout il a cet équipement complet dans une toile tissée très très solide qui se porte d'un seul bloc. Donc c'est une toile tissée, c'est très pratique, un équipement beaucoup plus pratique, plus confortable, donc ça lui permet d'être plus efficace. Les charges sont mieux réparties, à l'inverse des tenues des soldats français par exemple, qui sont encore avec le pantalon rouge pas discret, les brelages qui tirent, qui supportent un poids très important et qui tirent sur les épaules. Le fusil également est plus moderne. Donc c'est le Lee Enfield qui est disponible en 3 tailles, donc adapté aux morphologies des combattants. Les Allemands sont un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y avait eu des modifications. En 1909, ils avaient adopté un nouvel uniforme également un peu plus discret qu'on appelle le felgro, mais ils étaient toujours avec un casque hérité de traditions plus anciennes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée britannique était une armée donc, professionnelle. Il n'y avait pas de conscription. Donc, dans les jours qui vont suivre la déclaration de guerre, et dans les semaines même qui vont suivre la déclaration de guerre, il va y avoir une importante campagne de recrutement qui va être menée par le ministre de la guerre nouvellement nommé, Kitchener, donc on peut voir ici, et qui va faire appel à tous les jeunes hommes capables de s'engager. Donc ça va se traduire par une importante campagne d'affiches. On peut en avoir quelques-uns qui sont présentés ici. Donc une armée qui arrive de 90 000 hommes, mais au mois d'août, il y a déjà 30 000 hommes qui s'engagent et 50 000 hommes en septembre. Voilà. Donc on va aller voir le mur d'affiches. La petite musique que vous entendez ici, c'est la chanson It's a Long Way to Tipperary. Donc c'était une chanson de musical britannique qui existait déjà depuis 1912 et qui avait été chantée par les troupes qui partaient dans les bateaux. Et donc ça l'a rendu extrêmement populaire. Donc on a eu toute une déclinaison de produits patriotiques qui reprenaient le rythme et la musique de It's a Long Way to Tipperary. Vous pouvez voir par exemple ici un mouchoir patriotique. Ça va devenir en fait la chanson symbole des Britanniques. Qui sera reprise pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc l'armée britannique
Sa caractéristique, c'est que elle est fortement empreinte en fait des origines des soldats, que ce soit les Écossais, les Gallois, donc il y a toute une tradition. Ils ont des pratiques aussi, ils ont leur langue locale, le gallois par exemple, l'irlandais, et ça se retrouve dans les tenues. Donc vous pouvez voir par exemple ici un officier écossais du Sea Force Highlander. Donc les Écossais sont très attachés à leur particularisme. Ils n'ont pas de casquette, ils ont un petit béret qu'on appelle le Glengarry. Et surtout, ce qui va frapper les populations locales, ils ont encore le kilt ou le pantalon, mais en tissu, en drap de laine tartan. Donc les tartans, c'est un mélange de différentes combinaisons de lignes et de couleurs qui renseignent sur l'origine du clan. Donc, je vais revenir sur ce grand mur d'affiches. Donc la campagne de recrutement, il va y avoir un comité qui va être créé pour définir quelles vont être les affiches qui vont être publiées. Mais finalement, chaque éditeur, chaque imprimeur va un peu composer les affiches comme il le souhaite, ce qui fait qu'on va avoir une pléthore d'affiches. Je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, par exemple, celle-ci évoque Scarborough, c'est-à-dire que la marine allemande va attaquer la ville de Scarborough en décembre 1914, ce qui va choquer les opinions publiques et qui ne comprend pas en fait pourquoi les Allemands attaquent de cette manière les civils, et ils vont l'utiliser en fait dans la propagande de recrutement. Les classes sociales, c'est quelque chose qui est encore très marqué dans le Royaume-Uni au début du siècle. Donc là, cette affiche nous dit que, quelle que soit sa classe d'origine, on peut s'engager dans l'armée. Les collections ont également été valorisées sous forme de jeux. Donc on voulait montrer que les régiments britanniques en fait, se composaient. C'était des recrutements essentiellement locaux, c'était les régiments de copains. Donc ça, en fait, on retrouve les différents insignes de régiments britanniques qui ont été analysés. Et le but du jeu, en fait, c'est à partir des indices qui sont ici, retrouver le régiment, l'origine géographique du régiment. Pendant que les troupes britanniques arrivent sur le continent et sont engagés militairement, à l'arrière, on a toute une machine de guerre en fait, qui se met en place, notamment pour aider à l'effort de guerre. Donc, vous avez ici présenté la veste d'un officier de l'armée territoriale. Donc, l'armée territoriale, c'était les soldats les plus âgés et qui vont être employés également dans l'armée britannique. Vous avez, ce qui est intéressant, les deux petits badges ici qui étaient distribués aux soldats, aux hommes qui n'allaient pas combattre mais qui étaient engagés dans l'effort de guerre dans les usines. Parce qu'il y a un mouvement de femmes qui va se créer qui veut stigmatiser les jeunes hommes qui ne s'engagent pas. Donc dans la rue, on leur distribuait des plumes blanches pour les mettre en avant. Donc ceux qui étaient quand même partie prenante de l'effort de guerre pouvaient arborer ces petits badges en fait pour indiquer que ce n'étaient pas des lâches. Et le système va être très encadré puisque chaque badge va être numéroté pour éviter qu'il y ait des malfaçons. Et là, vous avez la présentation d'un fusil d'entraînement. Donc, forcément, il y a un grand nombre de jeunes hommes qui se mobilisent, donc il faut les entraîner. Il y a une période d'entraînement qui est assez importante. Il n'y a pas forcément tout le matériel et tous les équipements adaptés, donc on a beaucoup d'ersatz. Et celui-là, c'est un fusil d'entraînement à la baïonnette. Donc là, vous avez une carte au sol qui représente le passage des troupes du Royaume-Uni à la France. Donc la plupart des soldats partaient de Southampton et les ports d'arrivée étaient Le Havre, Rouen,
et Boulogne-sur-Mer et Dunkerque, essentiellement. Donc, en fonction des ports d'origine, ça pouvait être pour le transport des troupes ou pour le transport de la nourriture ou pour le transport des matériels. Donc, New Haven, par exemple, c'était pour le transport des matériels. Il y a une logistique importante, en fait, qui va se mettre en place pour apporter les matériels, les canons, les pièces d'artillerie, la nourriture aussi pour alimenter les troupes. Donc les armées britanniques, à partir de Rouen, à partir du Havre, à partir de Boulogne, rejoignent la zone du front, se rapprochent de la zone et le QG est installé à Amiens. Le premier vrai engagement de l'armée britannique, c'est la bataille de Mons, qui se déroule le 23 août 1914. Donc la bataille de Mons, c'est une défaite. Mais même si c'est une défaite, c'est une bataille qui va rester importante et emblématique en fait, dans la mémoire collective britannique, notamment par la mise en avant de l'héroïsme du soldat et par l'épisode des Anges de Mons, où on dit que des anges seraient apparus aux soldats. En fait, c'est une légende qui s'est créée, non pas sur le moment, mais à partir de 1915. Donc l'héroïsation en fait, de la défaite, vous la voyez dans ce tableau, qui est un prêt du musée de l'armée. Donc c'est la charge de cavalerie, donc les cavaliers, qui est une arme totalement héritée du 19e siècle et qui charge, et où on met en avant en fait, leur courage et leur valeur. Donc là, ça a été peint par Rouffet, donc qui est un artiste académique qui a beaucoup peint les sujets militaires dans la veine de taille, par exemple. Vous avez également la présentation d'une lance, une lance britannique. Donc c'est une lance qui est en bambou des Indes. Donc, sur la bataille de Mons, on a la présentation de ce mouchoir en fait où on voit l'ange. L'ange de Mons qui serait venu, qui serait censé être apparu aux soldats au cours du combat. Et c'est une bataille qui reste malgré tout emblématique dans la mémoire collective britannique. Donc, en même temps que les troupes, il y a le service de santé britannique qui vient avec elle. Donc le service de santé est figuré par exemple ce mouchoir d'instruction où on explique comment prendre en charge certaines plaies. Et la particularité du service de santé britannique, c'était qu'il était composé de femmes. Depuis 1902, en fait, un certain nombre d'associations d'infirmières britanniques composaient le service de santé britannique. Donc on va avoir plusieurs hôpitaux, dont le plus connu est celui qui se trouvait à Étaples, à côté du Touquet. On a la présentation d'une très belle tenue, là derrière, d'une infirmière de la St. John's Ambulance. Donc c'était une association britannique. Donc ça c'était des femmes en fait, infirmières qui ont rejoint le front dès le début du conflit. Et on a beaucoup de témoignages d'infirmières, de la présence d'infirmières britanniques, que ce soit sur le front plus nord ou que ce soit à l'est. Donc il va y avoir des difficultés entre les états-majors britanniques et français, sans doute issus des particularismes, des singularités nationales, et puis aussi sans doute des personnalités. Donc il va y avoir notamment des difficultés entre Lanrezac et John French, qui vont poser des problèmes. Donc il va falloir qu'on règle ces difficultés par une meilleure compréhension. Donc il y a une mission franco-britannique qui va être instituée, qui dépendra du colonel Huguet. Donc l'idée c'était de recruter des interprètes qui pouvaient faire le lien entre les états-majors. Donc pour les Français c'est le colonel Huguet et pour les Britanniques c'est John Spear. Donc on a été au SHD, au service historique de la défense, on a dépouillé tous les dossiers d'interprètes et on voit comment se faisait en fait le recrutement de ces interprètes. Donc
c'était souvent des commerçants, c'était des professeurs, c'était des gens qui étaient originaires d'une famille avec des parents de différentes nationalités. Et sur ces dossiers, on a également la mise en avant de compétences supplémentaires, comme c'est manier le fusil, c'est monter à cheval. Donc le rapprochement entre les états-majors va se faire notamment par le limogeage de Lanrezac et son remplacement par Franchet d'Espéré. Il va y avoir une rencontre importante. Donc, après la bataille de Mons, c'est l'épisode de la Grande Retraite, où toutes les armées britanniques et les armées françaises retraitent. Et les conditions vont être possibles pour une contre-offensive, mais Joffre sait qu'il a besoin des Britanniques pour cette contre-offensive. Donc, pour obtenir l'accord des Britanniques dans cet engagement, il va rencontrer French dans le château de Volpenil, en dessous de Melun. Et French va lui donner son accord pour que les Britanniques participent avec les Français à la contre-offensive. Donc on a un petit beau souvenir de cet épisode où on voit les noms des deux chefs militaires, Joffre et French. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on peut les lire dans deux sens. Donc on voit Joffre et French l'un en dessus de l'autre, et on peut également les lire de côté. Donc il va y avoir beaucoup d'iconographie qui joue en fait de ce mélange des deux noms. Donc, la contre-offensive va être victorieuse, c'est la bataille de la Marne. Je vais vous présenter également à cette occasion le canon. Donc c'est un canon de 13 pounder. Les Britanniques arrivent avec leur artillerie, qui est de niveau presque équivalent à celle de l'artillerie française. Donc là, vous avez le canon de campagne britannique, le 13 pounder, qui nous vient de... Il n'y en a plus que deux au monde, qui nous vient d'un collectionneur privé à Seclin. Et donc, il a été restauré spécifiquement pour la présentation ici au musée. En 1914, la marine britannique se veut la marine la plus importante au monde. Donc, il va y avoir une rivalité entre les marines britanniques et les marines allemandes qui va tourner dans une véritable course à l'armement et aux cuirassiers de plus en plus puissants, à les dreadnoughts. Donc on a voulu faire passer tout ça sous forme d'un jeu. Il n'y aura pas vraiment d'affrontement d'affrontement naval, excepté la bataille d'Heligoland en décembre 14. Mais donc là, vous avez un jeu qui permet d'approfondir déjà les informations sur la marine britannique, et puis aussi de jouer à un jeu de bataille navale, tout seul ou à deux ou à plusieurs. Et donc là, vous avez une vitrine qui présente différentes médailles commémoratives. Donc tout ça, ce sont des pièces qui nous viennent du National Maritime Museum à Greenwich et qui évoquent la marine britannique. Donc différentes médailles commémoratives. Et la belle tenue d'un marin britannique. Le dernier épisode de combat avant la stabilisation du front, c'est la bataille d'Ypres qui va se tenir de fin octobre à mi-novembre, qui est également importante et qui est l'équivalent de... qui va participer à la stabilisation du front. Donc le front va se stabiliser à partir de novembre 1914. C'est les Allemands sans doute qui creusent les premières tranchées, puisqu'ils sont sur le pays qu'ils ont envahi, donc ils ne veulent pas reculer. Ils sont imités par les Britanniques qui sont plus pragmatiques, et les Français, eux, vont, par la force des choses, rejoindre en fait les trous individuels de protection de chaque soldat en tranchées. Donc les tranchées qui vont s'approfondir, qui vont se remplir de bouffe et qui vont surtout devenir le lieu de vie en fait de millions d'hommes pendant plusieurs années, ce que personne n'avait imaginé au départ.
On a ici quelques objets qui évoquent la vie quotidienne des combattants, notamment au travers des cruches réglementaires, donc pour transporter le rhum ou les différents alimentations pour les soldats, des billets de nécessité aussi qui nous viennent du musée d'Ypres, et puis ce quart qui n'est pas tout à fait réglementaire et qui a la particularité d'avoir été ramassé dans les combats pas très loin d'ici en fait. Alors ce qui singularise l'armée britannique des 14, c'est l'arrivée des troupes indiennes qui vont être, même si ce n'est pas les plus proches, paradoxalement les premières forces de l'Empire à arriver sur le front de l'Ouest. Donc les troupes indiennes issues de l'armée des Indes vont quitter les ports de Karachi ou de Bombay à la fin août. Elles vont débarquer à Marseille pour être ensuite emmenées au camp de Sercotte près d'Orléans où elles vont être formées pendant quelques semaines. Et les Indiens vont combattre dès 14. Il y a près de 90 000 Indiens, en fait, l'équivalent du corps expéditionnaire de l'entrée en guerre, du début de la guerre, qui vont combattre sur le front européen, notamment à Neufchâtel, où les troupes vont être décimées. Donc là, vous avez la tenue d'un sergent du 19e King's George Hound Lancer Regiment, donc c'est une tenue britannique, qui se caractérise par une tunique longue, la cartouchière bandoulière également. Les troupes indiennes vont également marquer les populations par leur différence d'équipement et notamment le grand turban qu'elles arborent au-dessus de la tête. Donc c'est des pièces, le grand turban c'est une pièce très rare, on n'en a pas trouvé, on a juste uniquement le cône qu'on plaçait à l'intérieur du turban. Et également ce type d'arme, donc ça c'est un kukri, c'est l'arme traditionnelle en fait des soldats népalais qu'ils employaient en plus de leur équipement réglementaire. Donc l'intendance britannique va être très attentive en fait à respecter les particularités d'alimentation notamment pour ces troupes indiennes. Donc les Indiens en fait vont venir avec leurs chèvres qui étaient indispensables à leur alimentation et comme elles vont vraiment marquer les gens, elles vont faire l'objet d'une iconographie importante, c'est-à-dire qu'elles vont être beaucoup prises en photo, on va retrouver beaucoup d'informations sur ces troupes dans les journaux de l'époque et elles vont également être souvent représentées par les artistes. Et bizarrement plus par les Français que par les Britanniques. Donc vous en avez quelques exemples ici, ce sont des pièces qu'on a également sorties des réserves, ce sont des petits dessins de François de Montholon qui représentent le quotidien des troupes indiennes. Je vous disais, la guerre s'installe. Une guerre qui est imprévue, qui enlise les combattants dans un réseau de tranchées inexpugnable, des nouvelles conditions de conflit, une guerre de siège. Ça, on a voulu l'exprimer par la présentation de cet uniforme, de cette tenue d'un officier britannique qui a adapté sa tenue en fait, aux nouvelles conditions de guerre et notamment qui porte un trench, Burberry's. Trench coat, ça veut dire manteau de tranchée, on ne sait pas forcément. Donc Burberry, c'était un monsieur qui vendait des vêtements au début du siècle, qui avait déjà répondu à des commandes de l'armée britannique au début du XXe pendant la guerre des Boers. Et l'intendance américaine va lui demander, l'intendance britannique va lui demander de concevoir un manteau imperméable pour résister à la boue des tranchées. Donc c'est ce manteau Burberry's avec, vous voyez, des petits systèmes d'accroche ici pour éviter que la toile s'envole. Et c'est une toile, en fait, c'est deux couches de toile avec deux couches de gabardine avec une couche de caoutchouc entre les deux, ce qui rend le vêtement imperméable. Donc, et très très lourd, oui. Et donc ça, c'était
destiné aux officiers britanniques, mais pas uniquement, parce qu'on avait des catalogues à l'époque de vente par correspondance où les officiers pouvaient s'acheter leurs manteaux Burberry's. Également les bottes. C'est des bottes en caoutchouc en fait, tout simplement. Donc la partie basse est caoutchoutée et la partie haute en fait c'est ce même tissu, cette même qu'on appelle Macintosh en fait, qui ne fait pas passer l'eau. Il y a une belle pièce également qu'on a pu présenter, sortir de nos réserves, c'est cette mitrailleuse Vickers, donc une mitrailleuse britannique, qui peut tirer 500 coups à la minute et dont la particularité est d'être refroidie à l'eau en fait. Noël 14, c'est le premier hiver de guerre. Les hommes sont enterrés depuis quelques semaines et ce jour-là, il va y avoir des trêves qui vont être spontanées, informelles. Qui peuvent prendre différents niveaux. C'est simplement soit un cessez-le-feu, soit des échanges de cadeaux. Donc c'est ce type d'objets qui ont pu être échangés, ou alors des parties de foot. Donc les objets échangés, c'était souvent des objets en lien avec l'alimentation ou le tabac. Donc vous avez par exemple la pipe qui est ici, qui nous vient de l'Imperial War Museum, qui est une pipe qui a été donnée en fait par un soldat allemand à un soldat britannique, et celui-ci l'a donnée par la suite à l'Imperial War Museum. Cette boîte, c'est une boîte cadeau offerte à chaque soldat, à chaque marin, à chaque infirmière engagée sur le front par la princesse Mary. Donc la princesse Mary, c'était la fille du roi George V et qui en fait la mère d'Élisabeth II, hein, c'était la Queen Mum. Elle était toute petite à l'époque et pour encourager les soldats, des petits cadeaux ont été offerts comme ça lors du premier Noël de guerre. Donc les soldats avaient du tabac, les Indiens avaient des petits sachets d'épices. Les cadeaux étaient adaptés en fait à la personne qui pouvait le recevoir. Alors là, nous avons une belle série d'huiles sur bois qui ont été peintes par Raymond Desvareux. Donc c'était un peintre de sujet militaire qui était franco-américain, qui a été engagé dans l'armée territoriale début 14, qui a été blessé et qui a été ensuite mobilisé au titre des missions artistiques aux armées. Donc il a peint énormément et il s'est attaché notamment à décrire les particularités et les singularités en fait, des armées britanniques. Donc vous voyez par exemple ici un gourka, donc c'était les soldats qui venaient du Népal avec le kukri, ou des soldats indiens, un soldat écossais. Donc c'est un bel ensemble de peintures. Ça non. Alors nous, je ne sais pas si vous avez vu au début du parcours, on en a un petit, mais on n'en a qu'un. C'est un petit panneau qui fait partie de la même série, qui est un passage de troupes en revue, de troupes écossaises. Mais ça, c'est les collections du musée de l'armée. Mais ça fait partie d'une série encore plus grande, dont une partie est présentée actuellement à Péronne sur l'expo sur la musique, parce qu'il a beaucoup également... Il a peint les cornemuses, les soldats qui jouent de la musique. L'engagement des Britanniques pendant les combats s'est soldé par 27 000 soldats ou officiers tués. Donc c'est un chiffre qui reste assez modeste, mais qui est quand même important eu égard à l'importance humaine du contingent de la BEF. Et on termine en fait le parcours de visite par l'enlisement du conflit, avec la présentation de quelques objets qui évoquent cet enlisement et l'arrivée des premières troupes canadiennes, donc les Canadiens qui arrivent au Royaume-Uni en janvier 15 et qui vont être rapidement engagés également sur le front de l'Ouest. Et donc quelques objets qui évoquent la guerre qui va se poursuivre, avec notamment une pelle. Les tranchées, il faut les creuser. Le casque Brodie, donc ça c'est le casque adopté par l'armée britannique à partir
de 1915 qui va équiper tous les soldats britanniques. Donc la guerre qui est partie pour durer. Il va y avoir les combats qui vont continuer, les combats dans les Dardanelles, la bataille de la Somme, Passchendaele, qui restent autant d'épisodes importants et tragiques et qui vont marquer en fait et qui vont forger la mémoire de cette grande guerre dans la culture britannique. Pardon. Et qui reste aujourd'hui très vivace. Les Britanniques sont très attachés en fait à cette période de la Grande Guerre, sans doute plus que les Français, attachés au souvenir de la période de cette Grande Guerre. Donc voilà, c'est ici que l'exposition se conclut. Merci.